Bienvenue à tous. Bibliothèque Médicis rend hommage aux historiens. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils dénoncent les interdits, les censures et parfois les autocensures liées au passé. Parce qu'ils abattent des tabous, souvent, et ils les dénoncent, et ils dévoilent ce que nous sommes pour mieux nous changer et nous apprendre la tolérance. Marc Ferraud, Bibliothèque Médicis, je suis heureux de vous recevoir. Cette émission vous est dédiée. Vous publiez Autobiographie intellectuelle chez Perrin, qui raconte et résume plusieurs décennies de combats personnels pour l'histoire. Fidèle à vos deux maîtres, Fernand Braudel et Pierre Renouvin, vous avez travaillé sur tous les sujets qui nous intéressent, on va le voir tout au long de cette émission. Par exemple, sur l'Algérie, vous avez enseigné pendant 8 ans au lycée La Mauricière d'Oran. Benjamin Stora, vous êtes un des grands historiens de la guerre d'Algérie, peut-être le plus grand en France. À quoi ressemblait l'Algérie quand Marc Ferraud y enseignait dans les années 1956, à l'aube du nationalisme algérien et du déclenchement de la guerre? Eh bien, c'était une Algérie qui ne s'attendait pas à connaître une guerre si rude, si dure, qui allait aboutir à son indépendance en 1962. Et vous direz ce qu'était le mouvement auquel il adhérait, pour lequel il a combattu, Fraternité algérienne. Benjamin Stora, vous venez de publier aux éditions des Arènes Algérie 1954-1962, c'est-à-dire toute la période de la guerre jusqu'à l'indépendance, un document exceptionnel, indispensable, un livre-objet, mais de très très grande qualité, qui vient de vous valoir le Grand Prix des lectrices de L. Marc Ferraud, vous avez vos travaux sur l'Union soviétique, il faut autorité, vos remarques sur l'Allemagne aussi, et c'est vous qui avez fait comprendre le rôle de l'image et du cinéma en histoire. Pendant 12 ans, pour Arte, vous avez fait à peu près combien? 600, 650 numéros? 630. 630. Et vous avez raconté l'histoire parallèle. Vous avez donc consacré et offert toute votre vie à l'histoire. Est-ce que ça valait le coup? Absolument. Je ne dirais pas que les résultats sont très positifs, parce qu'on ne voit pas une amélioration globale du destin de nos sociétés. Mais disons qu'on note des progrès par-ci, par-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion de montrer que, par exemple, les rapports franco-allemands, grâce aux historiens, entre autres, se sont largement améliorés et que le passé est en grande partie effacé. Mais vous dites si ce n'est pas tout à fait positif. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas de votre faute à vous, historiens, ou à vous, Marc Ferraud. C'est la faute des hommes qui dirigent, qui gouvernent, c'est la faute des rapports de force. C'est de la faute que les historiens ne sont pas nécessairement assez consultés par les gens qui dirigent les sociétés. Ah ben on leur tirera les oreilles. En tout cas, voici une autre raison de vous émerveiller, le manuel franco-allemand pour les élèves des classes terminales et de l'ABI-Bac, c'est-à-dire de l'Abitur et du bac de chaque côté du Rhin. Et des historiens français-allemands ont conçu, rédigé, édité une vision commune de l'histoire et merci, on vous le doit. Alors Étienne François, vous avez déjà publié chez Gallimard Mémoires allemandes dans la collection de Pierre Nora, des mémoires plurielles et libres, rendues possibles, je pense, par la chute du mur de Berlin, la réunification allemande. 8 années, c'est un travail considérable et en même temps des promesses. Les promesses, oui, en ce sens que l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle a pu renaître par elle-même d'abord, avec l'effort fait pour se régénérer après l'effondrement du nazisme, et ensuite avec l'aide de tous les autres pays à la suite de la réunification, invente par bien des égards de nouvelles manières de vivre la politique et de vivre la société ensemble, dont on peut s'inspirer dans le reste de l'Europe. Ah ben on verra comment. Pierre Monet, vous présidez l'université franco-allemande de Saarbrück. C'est une université qui a un caractère singulier. Voilà, ça n'est pas une université virtuelle, c'est une université en réseau. C'est-à-dire qu'elle coordonne 160 universités et grandes écoles entre la France et l'Allemagne pour faire du double diplôme. Elle forme les futurs cadres franco-allemands dont nos deux sociétés, nos deux économies ont besoin. Et vous êtes à l'école des hautes études des sciences sociales. Qu'est-ce que vous y faites? Et j'y enseigne et j'y cherche sur l'Allemagne médiévale. Je pense que c'est un bon exemple pour s'inspirer pour l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment un territoire pluriel fait pour tenir ensemble avec des mécanismes de consensus. Le Moyen-Âge allemand pour bien comprendre les années 2011-2020. Exactement, voilà. C'est à quoi servent les historiens. S'il faut qu'ils soient entendus, il faut qu'ils parlent du présent. Gabrielle Grosse, vous êtes allemande, vous enseignez, vous, l'histoire au lycée de Buc, c'est dans les Yvelines. Oui, c'est dans les Yvelines. Et vous êtes un des auteurs de ces manuels, vous avez rédigé la période de 1870 à 1914, vue des deux côtés.
Et c'est votre première apparition à la télévision? Oui. Hein, n'ayez aucun trac, aucune peur, on ne vous fera que du bien. Et Françoise Fougeron, vous aussi, vous êtes directrice générale de Nathan. C'est vous qui avez publié avec l'éditeur allemand Ernst Klett les 3 livres d'histoire. Ouais. C'était un pari difficile, risqué. Moi, je pense qu'il est réussi. Et vous? Oui, il est totalement réussi. Enfin, ça a été une aventure exceptionnelle pour nous. Elle a démarré en 2005. Ça fait 6 ans, bien plus de 6 ans là, que nous sommes partis dans cette aventure inédite de publier des livres qui puissent être proposés aux élèves de part et d'autre du Rhin avec des programmes identiques, réalisés par un binôme d'éditeurs, enfin un tandem d'éditeurs allemand et français. Et en version française et allemande, oui, voilà, évidemment. Et les contenus sont absolument les mêmes dans la version française ou dans la version allemande. Voilà, c'est le premier et le deuxième, et le troisième, le voici. Et voici les épreuves. Les épreuves. Il parlera de Périclès. Il parlera de Périclès. Eh bien, je recevrai tout à l'heure Vincent Azoulay. Il vient d'obtenir le prix d'histoire du Sénat, dont le jury est présidé par Jean-Noël Jeanneney. Périclès chez Armand Collin. C'est un double plaisir, il nous rejoindra tout à l'heure, c'est un double plaisir parce que le livre est remarquable et d'autre part il est d'actualité. Et puis dès novembre, Vincent Azoulay avait été invité de Bibliothèque Médicis. Les contemporains n'avaient pas tous, il nous l'a appris ou réappris, une haute idée de Périclès. Il a fallu que 20 siècles après, les historiens et les écrivains le ressuscitent et lui donnent sa place de démocrate, comme on disait, démocrate à Athènes. Marc Ferraud. Gérard Jorland, qui est le co-auteur de votre autobiographie, ne me regardez pas avec cet air inquiet. J'ai beaucoup d'admiration et on verra aussi au cours de notre conversation et je dirai pourquoi. Le co-auteur de votre biographie vous classe parmi ceux dont les idées et la création ne s'arrêtent jamais, les gargantua de l'histoire. Ben, je crois qu'il a raison. Alors l'Allemagne, on va entrer un peu dans le livre et dans le passé de Marc Ferraud. L'Allemagne, vous la découvrez vite. D'abord, vous entrez en résistance, mais vous avez eu beaucoup de temps à l'avouer, comme s'il y avait une pudeur, non? Non, ce n'était pas une pudeur. Il y a eu de la pudeur sans doute, mais il y avait aussi un climat à la Libération qui me rendait en quelque sorte circonspect quant à l'accueil qu'on pouvait recevoir si on avait fait de la résistance. Il est quand même significatif que ma tante, qui était une femme charmante, professeure de danse de salon, quand elle m'a vu en uniforme de chasseur alpin, en 1944, m'a dit « Marco, maintenant tu es devenu terroriste ». Ah ouais. Voilà donc quelque chose qui m'a quand même éveillé et m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas forcément se mettre à la boutonnière les actes de résistance qu'on a pu avoir. C'était le maquis du Vercors. Et à la Libération, c'est à l'hôtel Lutetia que vous apprendrez où et comment avait disparu votre mère. Et bien sûr. Mais je ne l'ai pas appris à l'hôtel, hélas. Je ne l'ai appris que beaucoup plus tard, puisque son nom n'a jamais figuré sur les listes au départ. Même pas celle de Serge Karlsfeld? Je ne le connaissais pas. Oui, non, mais depuis, vous avez... depuis, sans doute. Mais c'est grâce à Serge Karlsfeld que son nom figure quelque part dans le monde. Elle était juive? Elle était juive. Alors, Vercors, puis l'Algérie, au lycée La Mauricière d'Oran, je vais faire une petite confidence. Vous avez été mon professeur en classe de 6e et de 5e. Vous m'avez plus marqué que je ne me suis fait alors remarquer par mon prof, mais peut-être que je vous dois un certain goût pour l'histoire. La France ignorait ou méprisait le nationalisme algérien. On était sous la coupe de l'Algérie française, et c'est normal, on allait le rester pendant longtemps. Et vous aviez imaginé, avec d'autres, proposer une solution concertée pour l'Algérie. C'était Fraternité algérienne. Fraternité algérienne qui était une sorte de mouvement, j'allais dire interparti, puisqu'il participait des socialistes, des communistes, des nationalistes algériens de toutes tendances, par exemple des amis de Ferhat Abbas d'un côté, mais aussi bien des gens du MTLD, c'est-à-dire le futur FLN ou du moins une de ses branches, et dans une grande communauté d'esprit, j'allais dire une éducatroute, si j'ose dire les choses de façon un peu métaphorique, on avait décidé de manifester pour que le gouvernement français négocie avec toutes les instances algériennes. Oui, la guerre avait commencé depuis le 1er novembre. Elle n'avait pas vraiment commencé. D'abord, il y avait 54. Mais oui, mais elle n'avait pas vraiment commencé en Oranie. Oui. Mais disons que Guy Mollet devait venir en Algérie, n'est-ce pas? Il est venu le 6 février. Nous avons été le voir, je l'ai rencontré. Et c'est là que j'ai vu la totale incompréhension que cet homme pouvait avoir du problème algérien. Mais il était sous la pression
de la population algéroise, des Algériens qui l'ont fait changer. C'est là qu'il a nommé Robert Lacoste à la place du général Catrou. Mais dans Fraternité algérienne des années 55-56, je me souviens, après avoir lu des tas de témoignages, et le sien, etc., qu'Albert Camus et Ferhat Abbas ne pouvaient pas arriver à parler, à faire entendre la voix de la raison et la voix de la paix civile. Tout à fait. Albert Camus a lancé en janvier 1956, précisément à la veille de l'arrivée de Guy Mollet, a lancé un appel pour la trêve civile dans une réunion avec Ferhat Abbas. Il a été conspué quand même par les Européens d'Algérie à l'époque, qui ne voulaient pas du tout entendre parler de solutions négociées. Et comme on le sait, Ferhat Abbas, 2 mois plus tard, au Caire, va rejoindre le Front de Libération Nationale, le FLN. Et à ce moment-là, on peut dire qu'en avril 1956, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées, puisqu'entre-temps, le gouvernement socialiste de Guy Mollet a envoyé le contingent en Algérie. Oui, oui, oui. Et à ce moment-là, la France a plongé dans la guerre. Et ça va marquer aussi Albert Camus. Qui va Et Camus va avoir bien du mal ensuite. Et alors, tout a basculé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Fraternité algérienne s'est dissoute. Oui. Quand on est spécialiste de l'histoire allemande et européenne, on s'intéresse aussi à l'Algérie, à ce qu'ils ont fait. Et pour cause. Et pour cause, je vous dis, on ne peut faire d'histoire allemande ou d'histoire franco-allemande qu'à condition de le mettre dans un plus grand contexte. Et on ne peut pas comprendre les rapports entre les deux pays si on ne tient pas compte de l'environnement plus grand dans lequel ils se trouvent. Le fait que le problème algérien a déterminé pendant très longtemps la politique de la France, y compris dans ses rapports avec l'Allemagne, et à l'inverse, qu'un grand nombre de résistants algériens ont trouvé en Allemagne un soutien qu'ils n'avaient pas en France. Donc l'interconnexion des histoires dans un espace plus grand est pour nous le b.a.-ba de notre métier. Alors, et Marc Ferraud, vous voulez dire un mot? Oui, Madame Gauss, c'est justement ça qui est intéressant au manuel franco-allemand. Ce n'est pas un manuel de l'histoire de France et de l'Allemagne, mais c'est un manuel franco-allemand de l'histoire pour pour voir aussi la perspective européenne et mondiale de l'histoire. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel lycée. Et on va le voir, Ouais. on va le voir. Lorsque vous publierez plus tard une histoire des colonisations, vous direz d'abord le point de vue si rarement entendu pendant longtemps des colonisés. Et Marc Ferraud, comme Albert Memmi, qui sera un prochain invité de Bibliothèque Médicis, et qui avait beaucoup écrit sur le colonisateur et le colonisé. Et vous êtes passionné par l'Union soviétique. Vous racontez l'épisode qui était plutôt drôle, qui vous a légitimé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, comme expert de l'Union soviétique, aux yeux de 2 grands aînés qu'on respectait, Georges Duby et Jacques Le Goff. Vous vous en souvenez? Absolument. Alors Disons que, à mon grand dépit, mes travaux sur l'URSS n'avaient pas été vraiment reconnus par ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia. Ils l'étaient par mes maîtres, ils l'étaient par mes collègues, ils l'étaient par les slavisants, ils l'étaient par ceux qui m'ont élu, mais disons qu'il manquait quelque chose. Et je m'en rendais parfaitement compte. Et qu'est-ce qui manquait? Je ne sais pas. Peut-être que je n'avais pas été communiste, je n'avais pas été anticommuniste, je n'avais pas été ancien communiste, je n'avais pas été trotskiste. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? C'était un peu ce que je ressentais. Et alors, il a fallu qu'un jour... Un jour, donc de 1989, peut-être, comme ça, oui, à Moscou, où les soviétiques nous avaient invités à un colloque. C'était une débâcle générale dans le pays, n'est-ce pas? La catastrophe, comme ils disaient. Et à la suite du colloque, on devait visiter quelques monastères, comme ils le font souvent. Mais le désordre était tel que le bus, au départ, avait 3 heures de retard. On a loupé quelques monastères. Bref, le soir, à 8-9 heures, en revenant, on a fait la moitié du parcours. Et dans une forêt, notre chauffeur s'arrête et dit « Il est 8h30, mon service est terminé. Débrouillez-vous. Moi, j'habite justement par ici. » Et voilà que le guide qui était avec nous a une syncope de colère. Qu'est-ce qu'on va devenir au milieu de cette forêt à 150 km de Moscou? Émeute générale. Jacques Le Goff se réveille et dit « C'est ici qu'on va dîner ?» Je dis « Non, c'est pas ici qu'on va dîner. » Et à ce moment-là, écoutez, je demande à Le Goff 20 roubles, à sa voisine 20 roubles, 20 roubles, 20 roubles, 20 roubles. Je ne dis rien et je les mets près du chauffeur. Il retire sa chapka, il retire ses gants et on repart. Et c'est ce jour-là Que vous avez été pris au sérieux. que mes collègues m'ont pris au sérieux. À quoi ça tient? Non, simplement une anecdote sur les rapports de Marc Ferraud et l'URSS. En tant qu'étudiant, souvenir d'étudiant, on apprenait beaucoup à l'époque, c'était l'époque du militantisme radical dans les années 70, la révolution socialiste avec les ouvriers qui déferlaient, qui manifestaient. Et ce qui m'avait frappé,
dans le travail de Marc Ferro, c'est que sur les images de la révolution russe, il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de soldats qui manifestaient. Et à partir de cette anecdote historique, il tirait comme conclusion que l'avenir de cette révolution risquait fort de tourner à Thermidor et au bonapartisme. Et il écrivait ça à partir simplement de l'examen, je ne sais pas si tu t'en souviens, Marc, à partir de l'examen des images. À travers les images, image par image. Image par image, et il avait remonté à partir des images le caractère réel de ce qu'était ce processus. Et moi, je me souviens qu'au moment de la perestroïka, c'est l'Académie des sciences qui vous avait demandé de venir expliquer aux Russes la politique de Gorbatchev, ce qui était un comble. Mais qu'est-ce que c'était la méthode, ou qu'est-ce que la méthode Ferro? Parce que j'ai l'impression que vous vous intéressez aux grands, aux vainqueurs, mais aux petits et aux vaincus aussi. Je confronte. Je confronte à partir de cette idée que, d'abord, ce n'est pas qu'il y a une vérité ou pas de vérité en histoire, ce qui est un lieu commun, n'est-ce pas? Il y a une vérité sur le nombre des morts pendant la guerre de 14, disons. Mais je confronte. Et ça m'est venu une première fois quand j'ai écrit sur la guerre de 14, où j'ai vu que Alexandre Ribot, qui était le Premier ministre de l'époque, en 1917, disait pique-pente de cette révolution en Russie, et que le lendemain, il faisait un discours où il la glorifiait, n'est-ce pas? Tandis que, par ailleurs, il prenait des mesures pour la contrecarrer. Autrement dit, entre le discours, ce qu'il pensait et les actes, il y avait une sorte de triangle. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à critiquer tout ce que je lisais, et notamment les cours que je faisais à El Kabash ou à d'autres. Oui, il y a beaucoup d'autres. Mais vous adoriez être à contre-courant, c'est vrai. Voilà. Et vous avez révélé les raisons de la désobéissance dans des mutineries, des révoltes, des révolutions, un peu Ferro, l'anticonformiste. Mais aujourd'hui, alors que tout le monde s'intéresse à l'indignation au refus, vous travaillez sur l'obéissance. Et dans le livre, il y a une citation de La Boétie, avec votre co-auteur qui dit « Marc Ferro voudrait comprendre comment il se peut, à propos de la dictature, que tant d'hommes supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer. Chose vraiment étonnante de voir 1 million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés par un seul. » Et c'est très contemporain, ça aussi. Et bien sûr, c'est très contemporain. Mais grâce à Internet, peut-être, Ferro plus Internet, il y a des révolutions comme celles qu'on a connues dans les pays arabes. Oui, mais alors ça peut être du sable au début, parce qu'il n'y a pas de moteur. Il y a un moteur sensible, un moteur des gens qui se révoltent contre ce qu'ils découvrent grâce à Internet, peut-être, et qui n'auraient peut-être pas découvert, excusez-moi, par notre enseignement, parce que notre enseignement n'est pas forcément quelque chose qui est accepté au moment où on le fait. Tandis qu'Internet, ça a lieu au moment où celui qui s'en sert le désire. Donc il y a une intégration de ce qu'il apprend qui est plus forte que ce que l'on peut dire nous-mêmes. Et là, on secoue le joug du tyran. L'extraordinaire aventure du manuel franco-allemand d'histoire est née en 2003. Elle est venue d'une initiative de la société civile, si j'ai bien entendu Françoise Fougeron, et d'abord des jeunes. Puis elle a été prise en main par leurs aînés, les politiques, les universitaires et les éditeurs. Et est-ce que, Madame l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un manuel franco-allemand d'histoire? Oui, il s'agit plutôt d'un manuel franco-allemand d'histoire. Il s'agit oui, effectivement d'un manuel franco-allemand d'histoire et non pas d'un manuel d'histoire franco-allemande. Enfin, le titre des ouvrages est parlant, c'est l'Europe et le monde. Les 3 volumes sont intitulés de la même façon, l'Europe et le monde de l'Antiquité à 1815, l'Europe et le monde de 1815 à 1945 et l'Europe et le monde depuis 1945. Donc c'est le regard croisé de la France et de l'Allemagne sur cette histoire européenne et mondiale. Donc mais alors, les manuels complètent les manuels ont été... Enfin, le comité scientifique qui a travaillé à la rédaction du cahier des charges, donc Pierre Monet et Étienne François, qui font partie tous les deux du comité scientifique. Les hommes clés du projet. Les hommes clés du projet. C'était quand même un comité prestigieux, constitué de 20 personnes, 10 personnes du côté allemand. Ils ont travaillé à élaborer un programme qui soit compatible avec les programmes allemands et français. C'est-à-dire qu'il ne remplace pas les programmes nationaux et ordinaires, mais il les enrichit, il les complète. Oui, et là, il y avait justement départ, il y avait quand même l'ambition de les remplacer, enfin de donner à ces manuels une place identique à celle des manuels nationaux, entre guillemets. Oui, là, il y avait justement la première grande difficulté, parce que en France, on a un seul programme d'histoire pour tous les pays.
en Allemagne, on a les 16 Länder qui ont tous des programmes différents et trouver un consensus sur cette question, c'était pas évident. C'est une des difficultés. On verra qu'il y en a eu d'autres. Mais peu importe, vous avez procédé par étapes, Étienne François. Oui, on a procédé par étapes. Donc, on a fait ce que disaient Mme Grosset et Françoise Fougeron, c'est-à-dire on a essayé de superposer les programmes français de l'époque et les programmes des 16 Länder allemands, de voir où il y avait des recoupements qui s'imposaient, et à partir de ces recoupements, de construire quelque chose qui soit plus qu'un compromis, qui soit... Mais sans tricher sur le fait réel lui-même. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, il y a bien un point sur lequel on était d'accord dès le début, c'est qu'il s'agit de faire un manuel d'histoire. D'histoire européenne et d'histoire du monde, enrichi par la plus-value que peut représenter le double regard. Mais vous vous engueuliez entre vous, historiens? Non. Français et allemand? Non. Puis, comment vous cherchiez? Les confrontations ou divergences historiographiques, par exemple sur la Première Guerre mondiale, elles sont plus fortes entre les historiens français, entre eux, qu'entre les historiens français et allemands. Et comment auriez-vous voulu qu'on s'engueule, puisque, je dirais, à peu près la moitié d'entre nous, on est franco-allemands? Ça fait 20 ans que j'habite à Berlin. Pierre Monet est un spécialiste d'histoire allemande. Donc, dans les réunions, on parlait presque de manière interchangeable le français et l'allemand. Et nos amis allemands, c'est pareil. Donc, il y avait une telle communauté à la fois d'expérience, de réflexion et puis de référence. Mais est-ce qu'il y a encore des tabous dans l'histoire française et dans l'histoire allemande? Il y en a certainement. La définition du tabou, c'est qu'on ne le voit pas. Donc nous en avons certainement, mais entre nous... Sauf quand il y a Marc Ferraud. Lui, les tabous de l'histoire, il les dénonce. Hein? Bon, ouais. Oui, mais c'est toujours plus facile de les dénoncer chez les autres que chez soi-même. Ah ouais. Chez soi-même, en général, on est aveugle. Donc je suppose que nous devons en avoir, comme toutes les époques, on en a eu dans le passé aussi sur leur propre passé. Ceci étant, entre nous, et en ce qui concerne l'histoire des deux pays d'une part, l'histoire de leurs relations entre elles, et puis l'histoire européenne, il n'y avait aucun point sur lequel on était en profond désaccord, parce qu'on était soit français, soit allemand. C'est juste parce que quand j'ai fait un film sur la guerre de 14 il y a plusieurs décennies, les Allemands et moi, nous nous sommes parfaitement entendus. C'était plutôt entre nous, comme vient de le dire Monet, qu'il y avait quelques conflits sur le pacifisme, pas le pacifisme, etc. Avec les Allemands, pas du tout. Une seule petite querelle, ne pas trop insister sur la guerre sous-marine, nous disaient les Allemands, et insister sur le blocus ou pas sur le blocus. Et pourquoi pas sur la guerre sous-marine? Parce que c'était des images tellement fortes que ça culpabilisait les Allemands plus que d'autres crimes commis par d'autres belligérants. Parce que les images étaient plus fortes là-dessus que sur autre chose. Vous êtes spécialiste du Moyen-Âge. Oui. Comment vous intégrez cela, le Moyen-Âge allemand, le Moyen-Âge français? Par exemple, on m'a beaucoup parlé de la bulle d'or. Oui, oui. Alors la bulle d'or 1356, qui est une construction assez unique dans l'Europe et qui est la plus ancienne constitution de succession en Europe puisqu'elle dure jusqu'en 1806. Il faut que Napoléon mette le pied dans la fourmilière de l'Empire pour supprimer. C'est quoi? C'est des électeurs, c'est-à-dire des princes territoriaux qui élisent un futur empereur. Voilà une construction. C'est-à-dire qu'à partir d'un consensus, d'un compromis, l'élection, à contre-courant de ce qu'on observe dans la monarchie où c'est en France le fils aîné qui succède par le droit du sang. Donc voilà deux modèles de construction à la fois territoriale, mais aussi d'imaginaire politique qui commencent à se cristalliser en Europe. Est-ce que ça reste dans les mentalités, dans les comportements, cette décision qui vient ou d'en haut ou qui vient de la base? Je crois que si on devait un petit peu résumer les choses, l'idée que le consensus politique se dégage par le bas en Allemagne est beaucoup plus fort qu'en France. On le voit aujourd'hui encore, la manière de manifester, la manière de s'opposer, la question du nucléaire, la question de l'environnement, etc. Souvent les initiatives sont appelées en allemand les Bürgerinitiativen. Ça vient des citoyens d'abord, alors que le débat est beaucoup plus encadré par, évidemment, l'État et la société politique en France. Avec un point supplémentaire pour compléter ce que dit Pierre, à savoir que le fédéralisme est probablement la tradition allemande la plus ancienne. Oui. Et c'est ce qu'on trouve déjà Mais la à nation l'origine de la a bulle été d'or. presque faite grâce à Napoléon ou contre Napoléon. Oui, c'est un petit peu de l'activité. Elle a été, je dirais plutôt redéfinie. Et le Parce que là, fédéralisme on est sort né de la fin de la guerre et de Non, la fin du Reich. il a été ressuscité après 1945 pour renouer avec une tradition allemande très ancienne et une tradition qui avait fait ses preuves comme une des protections des libertés civiles. Gabriel Gross, comment raconter l'histoire commune de la France et de l'Allemagne qui ont été
ennemis de 1870 à 1945, vous c'était jusqu'en 14, au total 3 guerres, et vous, la période que vous avez rédigée, c'était 2 guerres et des tas de changements, c'était les débuts de la République en France. Oui, alors j'ai eu une co-autrice française. Nous avons toujours travaillé en tandem. Et pour reprendre, pour aller dans le sens de ce que disait Étienne François tout à l'heure sur la façon dont travaillait le comité scientifique, ce qui est intéressant et très novateur quand même, c'est la façon aussi dont les auteurs des ouvrages, après, ont travaillé. Ils ont travaillé de la même façon. C'était des binômes d'auteurs. C'est ce que vous évoquez. Et donc, il y a un travail main dans la main, une écriture à 4 mains d'une histoire commune. Oui, alors chacun avait rédigé 1 ou 2 chapitres et on partageait la tâche avec un co-auteur français, dans mon cas. Et grâce aux moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, c'était assez facile d'échanger les textes, de discuter. Mais vous commencez après la guerre franco-allemande de 1870 et la chute de Napoléon III. Et on voit la République qui s'impose. Je fais attention parce qu'il y a Marc Ferraud, peut-être on va encore me mettre une note, en dépit de tentatives de restauration de la monarchie d'un côté, et de l'autre côté, c'est le Reich allemand. Oui, et c'est d'abord la question comment réaliser la participation du peuple des valeurs démocratiques et des valeurs de liberté dans les 2 pays. Et là, déjà, on a 2 voies très différentes. En France, bon, on était d'abord d'accord sur le principe de la République, mais d'une République conservateur. Et les monarchistes étaient en majorité dans l'Assemblée. En Allemagne aussi, c'était la question de la participation qui s'est posée. Il y avait le Kaiserreich, introduit par une révolution d'en haut, comme on dit en Allemagne. Et là, c'était la question d'une constitution et Bismarck, il a fait la concession de donner le droit au vote universel aux hommes, bien sûr, à l'époque. Mais on voit bien que la démocratie, elle est difficile à réaliser et élaborer de part et d'autre du Rhin. Et vous montrez par exemple, il y a quelques illustrations, l'iconographie, etc., est formidable, des caricatures de Bismarck. Les députés au Reichstag ressemblent tous à Bismarck. Mais cette caricature, en principe, ne représente pas tout à fait la vérité. D'accord, mais ils étaient tous chauves et en même temps, ils portaient tous la moustache. Ils avaient l'air d'être interchangeables face à Bismarck. Hein, elle est peut-être significative d'un moment, mais peut-être pas totalement de l'époque de Bismarck en Allemagne. Si déjà Bismarck, il a été obligé de collaborer avec le Reichstag qui a fait la législation et sans accord, non pas seulement social, la législation, la législative toute entière. Et sans l'accord du Reichstag, il n'y avait aucune loi en Allemagne. Mais s'ils lui ressemblaient tous, c'était facile d'avoir une majorité comme son propre miroir. Et vous montrez bien qu'il a imposé des réformes au prix de conflits et en luttant souvent contre le mouvement ouvrier. Vous m'avez rappelé qu'il considérait la social-démocratie comme les ennemis du Deuxième Reich. Pierre Monet. Mais là, en Allemagne, c'est là j'ai eu une petite controverse lors de la réalisation de ce livre. Parce qu'en Allemagne, on évite de parler du Deuxième Reich, parce que ça, c'est l'usage français. Et c'était le national-socialiste qui, d'eux-mêmes, ont dit c'est le Troisième Reich. Ils ont... Alors, comment on appelle cette période? On dit le Kaiserreich. Le Kaiserreich, ouais, d'accord. Et en français, comment on dit le Kaiserreich? À mon avis, je ne traduirai pas le mot. Je le laisse comme ça. Pierre Monet. Vous avez bien fait de parler d'une caricature, parce que c'est une des innovations pédagogiques du livre. Les élèves allemands, lorsqu'ils ont des manuels chez eux, il y a énormément de textes, quelques cartes, très très peu de documents iconographiques. On a en France une tradition, non seulement de regarder les films, mais évidemment Marc Ferraud ici a joué un rôle fondamental, de lire les images. Et ça a pénétré dans la pédagogie scolaire. Et donc l'innovation de ce livre, c'est de donner aussi aux élèves allemands et aux enseignants allemands le moyen de s'approprier les images. Ce qui fait que c'est une forme d'ailleurs assez française, ce livre, hein, les auteurs allemands nous l'ont dit, et donc on voit bien la plus-value. Chacun apporte un petit peu plus de sa culture. À l'inverse, les élèves et les enseignants allemands nous ont apporté
ajouter un peu plus de fantaisie. Les exercices que l'on demande aux élèves français, par exemple, le procès de Nuremberg, hein, bon, il n'y a rien de plus sérieux et difficile à traiter que cela. Que font les classes allemandes? Eh bien, les enseignants, mais Mme Grosse, voilà, une sorte de jeu de rôle. En Oui, disant, on fait un scénario, et scénario, après, voilà. même si le résultat après ne correspond pas aux faits historiques, ça, on compare. C'est-à-dire, selon les époques, on refait oralement le procès de Nuremberg, Oui. et à la fin de vos procès avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont Oui, ils comparent avec la réalité. Ils sont oui. innocentés? Non, on leur demande de rédiger la plaque qui serait apposée à l'entrée du tribunal pour évoquer cet événement qui a eu lieu bien avant eux. Donc c'est une façon de tisser un lien entre le passé et le présent. Donc, et ce qui est formidable, c'est qu'ils participent oralement. Vous dites qu'en France, on est plus accroché à l'écrit. on est plus dans une méthode. on est plus dans le frontal quand même. Dans Hein, l'argumentatif, Ouais. l'argumentatif et la dissertation. Il s'agit de faire en sorte que les élèves aient des connaissances bien solides et bien encadrées. Alors que du côté de la pédagogie allemande, c'est beaucoup plus l'appropriation par un travail actif et souvent un travail de groupe. Je prends un exemple, la Révolution de 1848 dans les manuels français. On présentera d'abord une carte et puis le déroulement des révolutions dans les différentes capitales. Dans le manuel allemand, presque tout de suite, on dit aux élèves, allez chercher chez vous comment ça s'est passé 1848. Faites un exposé à vos autres camarades sur la Révolution de 1848. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement de cette période peut faire, en France et en Allemagne, faire des progrès? Si effectivement ce manuel que nous avons réalisé ensemble et qui est en quelque sorte un prototype peut permettre aux enseignants allemands de découvrir qu'à côté de la manière allemande d'enseigner de l'histoire, il y a aussi une manière française qui a des qualités et qu'à l'inverse, pour les Français, qu'il y a aussi dans la pédagogie de l'histoire en Allemagne des atouts qu'on ne connaît pas en France, à ce moment-là, on aura pleinement gagné. Très rapidement, et après je vais faire entendre Benjamin Stora, parce qu'il y a un prolongement. Il disait c'est un prototype, on va voir jusqu'où ça va. Vous parlez de la République, elle est en crise, et vous dites à ce moment-là, il y a deux France, et c'est le début de l'affaire Dreyfus, dans la période que vous avez rédigée. Oui. C'est ça. Et à travers la presse, les caricatures, les images, la littérature, comment les Français et les Allemands, à ce moment-là, dans cette époque, se perçoivent réciproquement? Alors, il y a le passé de la guerre de 1870, où l'Allemagne est l'ennemi de la France, et les Français ont demandé une revanche pour l'Alsace-Lorraine. Mais je crois que c'est... À part ça, il y avait aussi pas mal d'échanges culturels et scientifiques. Alors, il y avait un culture-transfert, je ne sais pas si le mot en français, qui a existé, et il y avait des inspirations des deux côtés, je pense. Les visiteurs les plus nombreux du festival de Bayreuth étaient des Français. Et toute la musique en France, jusque Debussy, s'est référée, mais de manière presque captive, au modèle de Wagner, en cherchant à faire un wagnérisme à la française. Benjamin. Moi, à écouter le débat, moi je suis très frappé par la sérénité, la tranquillité des débats autour du manuel franco-allemand. Vous voudriez qu'il y ait une dispute, là? Non, pas de dispute, mais... J'ai tort, alors? Non, pas du tout. Non, on devrait recommander de sortir une chaussure, et taper sur la table, avoir une claque derrière. Non, pas du tout, mais il y a eu une telle passion, de telles brûlures, notamment la Seconde Guerre mondiale, avec le génocide juif notamment, la déportation des Juifs de France, etc. Enfin, il y a quand même une période quand même qui est très sombre, qui est très dure, qui est très lourde, je veux dire, dans les rapports entre les deux pays. Et aujourd'hui, quand on écoute le débat, tout a l'air, je veux dire, balisé, comme allant de soi, etc. Or, il faut dire une chose, c'est que, de mon point de vue, parce que je suis allé enseigner à Berlin cette année, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça a été possible tout ça parce que les Allemands ont fait un retour sur eux-mêmes, qui a été absolument incroyable. C'est-à-dire que les Allemands, à travers les expositions, les musées... Moi, j'ai été frappé de cela. Par exemple, les petites plaques qui sont déposées au pied des immeubles de Berlin qui mentionnent l'existence de familles juives qui ont été déportées avec leur nom marqué, etc. Enfin, j'étais complètement stupéfait de ce travail de mémoire. Le mémorial de la Shoah, puis le musée d'histoire allemande, etc. C'est-à-dire que tout ça a été rendu possible parce que les Allemands ont réussi. Est-ce que ça ne s'est pas fait
sans débat, parce qu'il y a eu Ah, là, il y a beaucoup eu- de débats. Et je me rappelle, et vous le publiez, un texte de Martin Walzer qui avait fait scandale en 1998. Il disait « Je sens que quelque chose en moi se hérisse contre cette mise en scène permanente de notre honte à propos du Troisième Reich. » Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient pour la repentance ou d'autres pour des aveux tardifs comme Günther Grass dans la littérature. Il y a donc eu de grands débats avant d'arriver à cette sérénité dont parle Benjamin. Et la sérénité n'est pas encore là, même si maintenant il y a eu tout ce travail qu'évoquait à juste titre Benjamin, la relève des générations, une stabilité de la démocratie qui fait que l'Allemagne est d'un certain point de vue une démocratie modèle en Europe. Il n'en reste pas moins que ce passé, il est encore là. Oui, oui, oui. On le voit partout. Il y a le double passé, toute la période avec le nazisme, plus, il y a et le- puis le reste. Oui. Ce que l'on voit apparaître avec la déstalinisation et en même temps la chute du mur de Berlin et le jugement sur l'Allemagne de l'Est, la RDA, et en même temps toute la partie du continent oriental. Hein, Et alors, qui entre ce double dans la passé, discussion. il est là. Alors, mais ça, la grosse différence, c'est que ce passé, pour la majorité des Allemands aujourd'hui, c'est un héritage. Alors, un héritage qu'il faut assumer sous forme de responsabilité. Mais ce n'est plus un passé auquel ils ont contribué eux-mêmes activement. La génération des Oui, mais ils auraient bourreaux, comme préféré on dit, oublier. Or, on peut après pas le grand oublier- débat, non. ils On peut acceptent. pas on peut pas Mais il y a oublier des un points passé. d'accrochage. Il y a des points d'accrochage, et je lu, qui sont Il y surprenants. a un autre aspect du problème, c'est qu'en France aussi, il y a un amortissement. Le courage des Allemands à revenir sur leur passé est inégalé. On voit bien que les Turcs n'ont pas fait le même effort. Mais d'un autre côté, nous-mêmes en France, victimes de l'occupation, et puis de tout ce que tu as dit et autre chose, il n'y a pas de doute que ça s'efface en partie, mais pour une raison qu'on n'a pas encore dite, c'est qu'il y a eu beaucoup de prisonniers français en Allemagne. Je ne parle pas des déportés, je parle des prisonniers. 2 millions peut-être, et qui ont été traités comme des prisonniers de guerre, je dirais tout à fait normalement, et qui sont revenus sans germanophobie aucune, et qui ont fait contrepoids dans la société à toutes les autres victimes. Il y aurait sans arrêt des débats sur des thèmes que l'on peut prendre. Mais ce qui m'a frappé, je disais les points d'accrochage, c'est le rôle des États-Unis pendant et après la guerre. Qui veut en parler? Ben, il y en a deux. Il y a ce qui m'a frappé. Il y a ça, le rôle des États-Unis et la conception différente du communisme et du socialisme entre Français et Allemands. Bah, ça vient tout simplement du fait qu'avant 1989, il y a deux Allemagnes, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et donc, évidemment, il y a un rapport à l'Union soviétique en Allemagne de l'Est qui n'est pas le même. Et nous pensons à la résistance communiste avec différentes phases, des hauts et des bas. Et puis en France, on a un parti communiste qui est, à un moment donné, la principale force politique sur l'échiquier. Et les rapports avec les États-Unis? Mais les rapports avec les États-Unis, du point de vue allemand, il y a une extraordinaire reconnaissance vis-à-vis des États-Unis, parce que c'est le pays qui a en partie libéré l'Allemagne du nazisme, et c'est surtout le pays qui a fait confiance à l'Allemagne après 1945, en disant on fait le pari que vous allez redevenir une démocratie, et on vous donne les moyens de redevenir une démocratie. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de forces communistes en France au lendemain de la libération, parce que, d'une certaine façon, beaucoup de gens, communistes et non communistes, étaient scandalisés justement de la façon dont les États-Unis traitaient l'Allemagne. Donc une énorme générosité qui a rejoué en 1989, au moment de la chute du mur. C'est le père Bush, avant tout, qui a soutenu la réunification et les initiatives de Kohl, et donc une immense gratitude dans la société allemande vis-à-vis des États-Unis, qui fait que d'un certain point de vue, ils considèrent que les États-Unis sont un pays totalement altruiste. Oui, mais les Polonais gueulent parce qu'ils pensent qu'ils auraient pu avoir un rôle. Et d'ailleurs, Madame Faugeron, si j'ai bien vu, il y a des historiens polonais qui disent vous avez centré toute l'histoire de l'Europe autour des rapports entre les Français et les Allemands. Et nous, et nous. Oui, enfin, c'est pas totalement exact. Hein. Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le regard de l'Allemagne et de la France sur l'histoire européenne, mais l'histoire européenne, elle est abordée dans son intégralité. Je pense que c'est pas l'histoire, ce ne sont pas les histoires françaises et allemandes. Donc, vous, éditeur Nathan, vous estimez avoir bien fait? de faire cette collection, oui, on est extrêmement fiers d'avoir pu participer à ce projet. Le 3e tome va sortir bientôt, il y a les sort épreuves. dans 10 jours. Ouais. Ouais, dans il est 10 sorti jours. en Allemagne, puisque mois de j'ai eu au mars, téléphone notre confrère allemand, Ilas Corner, qui m'a dit que le livre venait de sortir. Je regarde les épreuves, c'est tout à fait remarquable. Ouais, c'est passionnant. Et vous avez notre soutien. Naturellement,
vous traitez de problèmes contemporains, j'en cite quelques-uns, la politique à l'égard des immigrés venus de l'Europe de l'Est, du Sud ou du Maghreb, l'expansion et les crises économiques, la société d'information et du savoir. Mais ce qui m'a frappé, c'est que vous avez eu quelques difficultés avec la langue. Il y a des mots qui ne se traduisent pas ou n'existent pas, par exemple. Par exemple, si on parle du traité de Versailles, Oui. il y a un passage qui, dans le manuel, se trouve dans les deux langues, pour pouvoir expliquer cela aux élèves, parce que dans le texte français du traité, c'est mentionné que l'Allemagne et ses alliés sont responsables pour la guerre. Schuldig. Oui, et c'est justement là le problème. Est-ce qu'on peut traduire responsable par le mot schuldig, parce que le mot responsable en français, ça a une qualité juridique. C'est un terme juridique. Et schuldig, c'est moral. Oui, ça c'est moral. Ouais. Alors le mot Stadt, par exemple. Oui, n'a pas la voilà, mais ne serait-ce que la culture, hein, ou la mémoire. Il faut 2 ou 3 mots en allemand pour rendre ce concept un peu valise, très commode en français. La mémoire qui est à la fois le souvenir, mais le patrimoine, la mise en scène, etc. En Allemagne, il faut plusieurs mots. D'autres échanges terminologiques intéressants. La Grande Guerre en France, impossible de le traduire par Der große Krieg en allemand. Hein. Donc voilà, à chaque fois, il a fallu, et je crois que la sémantique de ce point de vue aide à lever les tabous de l'histoire. On en parlait tout à l'heure. Je crois que le détour par la langue de l'autre... Sans choquer, sans blesser. Il faut y arriver. Voilà. Et c'est pour ça que dans le manuel, dans les 3 volumes, vous verrez, à notre avis, les choses les plus réussies. Ce sont d'une part les listes de vocabulaire, de terminologie qui sont expliquées et qui, en fin de chapitre, sont reprises en français, en allemand et en anglais, pour avoir les équivalents. Ouais. Par exemple, le mot laïcité. Le mot laïcité, c'est intraduisible. Vous voulez dire Et puis, on a des doubles pages, regards croisés. Ouais. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre la Troisième République quand on la compare au Kaiserreich bismarckien et à l'inverse? Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre le Kaiserreich bismarckien quand on le compare à la Troisième République française? Moi, je vous fais une confidence. Bibliothèque Médicis, notre émission et toute l'équipe soutient à fond cette initiative courageuse. Je sais, à la fois des historiens et des éditeurs. Elle est indispensable, même si elle n'est pas toujours commerciale. Mais vous avez gagné de l'argent. C'est pas le sujet. Je voudrais parler de l'audience de cette collection, de son succès qui est indéniable. Enfin, la sortie du premier volume, ça a été un événement. Ouais. Enfin, il y a une il faut en faire un événement vraiment. Ça a intéressé non seulement les Allemands et les Français, mais plus largement le monde entier. On a été sollicité par les Japonais, les Coréens, enfin, beaucoup de pays, les États-Unis. Tout le monde a été extrêmement passionné par la sortie de ce premier livre. On imagine un manuel russo-polonais, qu'est-ce qu'il dirait de Katyn, un manuel entre les sino-japonais, ce que dirait des massacres de Nankin, etc. Oui, mais ça, c'est en train de se passer. Actuellement, il y a un manuel germano-polonais qui est en train de se construire, exactement sur le modèle de ce qu'on fait. Et je sais qu'il y a paru, il y a peu de temps, un livre fait par des historiens polonais et des historiens russes sur l'histoire commune des deux pays, dans lequel ils sont d'accord sur tous les faits, et lorsqu'ils divergent sur les interprétations, ils le mettent. Eh bien, c'est très bien, et vous avez donc servi de modèle. Et je peux vous faire déjà la confidence que sur les bureaux d'Anne-Marie Moreau, Ryan Jancourt, Céline Mevelec, Anna Markovitch sont les collaboratrices, il y a déjà les manuels, dans certains cas en allemand, Oriane Jancourt, et en français, en allemand pour nous tous. On va les garder parce qu'ils sont extrêmement précieux. Ce sont des ouvrages de qualité, d'émancipation. Allez, encore un mot. Juste un mot pour illustrer, qui va illustrer concrètement le succès de ces ouvrages. Enfin, c'est pour répondre aussi à l'article du Monde. On a vendu, Clette et Nathan ont vendu plus de 100 000 exemplaires du premier volume. Donc c'est quand même quelque chose. En l'espace de 2-3 ans. Merci Madame Grosseux, Gabriel Grosseux, vous allez nous quitter et c'est Vincent Azoulay qui vient d'avoir le prix d'histoire du jury d'histoire du Sénat qui nous rejoint. Et d'abord Benjamin Stora, est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'Algérie? C'est compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, l'année prochaine c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en 2012, donc ça sera une grande année de commémoration, de festivités diverses, de colloques, de dénonciations aussi, d'accusations. C'est très difficile de passer, pour ce qui concerne les rapports franco-algériens, de la mémoire à l'histoire. On a énormément de mémoires blessées, il y a énormément de groupes porteurs de cette mémoire qui considèrent que cette histoire doit encore être mise à distance. Donc il y a un travail de deuil qui ne s'est pas accompli. Et puis c'est très difficile. Mais souvent j'ai entendu dire par les présidents Chirac, Sarkozy, Bouteflika,
qu'il fallait réunir des commissions mixtes d'historiens, vous n'y arrivez pas. Non, il n'y a pas encore pour l'instant. Il y a eu en 2003, 2004, quand il y a eu l'année de l'Algérie en France, il y a eu ce frémissement sur la possibilité d'écriture d'une histoire commune entre les deux pays. Et puis ça s'est retombé à partir de 2005 pour des tas de raisons, en particulier sur les problèmes de loi, sur la question coloniale, etc. Non, mais Enfin, bref. sur quoi ça bute? Par exemple, le récit du déclenchement de la guerre, des responsabilités de 130 ans de, De colonisation. de colonisation. Oui. Oui, ça bute. Un mot. Oui, pardon. Oui, un petit mot là-dessus. Quand il y a eu des négociations franco-algériennes, j'étais ami de l'Ashraf, qui était l'interprète des Algériens. J'étais un ami personnel, pas dans les négociations. Et j'ai su, par exemple, que les Algériens exigeaient que dans les négociations, il y ait toujours les deux langues, arabe et français. Et ça butait sur un mot, citoyen. Parce qu'en français, citoyen, ça veut dire une certaine chose, tandis que dans l'esprit des Algériens, ça voulait dire musulman. Ouais. Donc il fallait une double version. Dans la sémantique joue un rôle important, comme disait Pierre Monnet tout à l'heure. Le problème de l'Algérie, c'est que c'est constitutif de l'identité nationale, quelque part. Parce que l'Algérie, c'était le cœur de l'Empire français. L'Algérie, c'était la France. Et c'était l'époque d'un nationalisme français conquérant. Le nationalisme algérien s'est construit, lui aussi, par rapport à ce refus de la présence coloniale. Donc la guerre d'indépendance algérienne est constitutive de l'identité nationale algérienne. De sorte qu'on a le choc de deux nationalismes. Donc c'est un rapport conflictuel, pas simplement mémoriel, mais constitutif des histoires nationales. Il reste des deux encore pays. des traces. Dont il reste forcément des Mais traces. il y avait les attentats, la torture, la corvée de bois, le FLN algérien qui lui-même liquidait certains de ses grands intellectuels, et je suppose que les historiens actuels d'Algérie ne veulent peut-être pas trop le montrer, les différentes étapes de la politique du général de Gaulle, mal vu d'un côté, bien vu de l'autre, etc. Les soulèvements des Pieds Noirs, Bien sûr. le mois de juillet 62, la fin de la guerre, etc. Et vous racontez beaucoup. C'est l'Algérie, de la manière la plus personnelle et la plus troublante que vous reproduisez dans l'Algérie 1954-62, vous qui connaissez parfaitement l'histoire du Maghreb et de l'Algérie, et c'est Valérie Toragnan qui vient de vous remettre le grand prix des lectrices de Elle pour votre document. Alors ce document, il comprend, je l'ai regardé comme ça, des lettres, des récits, mais de gens aussi très simples. Oui, ce sont des lettres de soldats, des lettres d'appelés, très émouvantes. Ce sont aussi, bien sûr, des lettres d'immigrés algériens en France, des lettres de Pieds Noirs qui sont déchirés par l'exil. Il y a des dessins d'enfants. Il y a aussi, bien sûr, des manuscrits de personnages beaucoup plus célèbres, beaucoup plus connus, du général de Gaulle, avec le manuscrit de « Je vous ai compris », le célèbre discours du général de Gaulle. Une lettre inédite d'Albert Camus, qui, en 1955, exprime sa position, qui est la sienne, sur le refus de la violence en particulier. Bref, c'est toute une série de documents. Mais il y a aussi les maquisards FLN. Il y a aussi les lettres des maquisards de l'ALN. Ou des enfants de maquisards. Non, des maquisards de l'ALN, et qui écrivent, et c'est une correspondance qui a été récupérée dans les familles, donc ce sont des archives privées, des archives familiales. Donc il y a au total 100 documents. De sorte qu'en lisant, en prenant ce livre, le lecteur peut se faire lui-même historien en touchant l'archive. C'est ce qui fait la particularité de ce livre-objet, c'est de toucher l'archive et de devenir soi-même un historien, et donc d'avoir ce plaisir, ce goût de l'archive, dont parlait Arlette Farge, c'est-à-dire cette possibilité de rentrer Moreau et Philippe dans Lallemand l'histoire. sont en train de nous montrer à la fois les dessins, les images du livre, et encore une fois qui est magnifique par sa forme et sa réussite, comme les livres, les manuels d'histoire franco-allemande, mais en même temps pour le contenu, le fond. Et on voit beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures qui ont du mal à cicatriser, l'oubli, etc. Mais à partir de l'exemple qu'ils viennent de donner, peut-être qu'un jour il y aura un livre comme les franco-allemands, un livre franco-algérien. Ça prendra du temps, mais on peut l'espérer, on le suivra. Et on sait que la France a énormément d'historiens de grande qualité sur cet aspect-là, et que les Algériens aussi. Absolument. Seul problème, c'est que politiquement, on décide la rencontre. Tout à fait. Jean-Noël Jeannet, le prix du jury du prix d'histoire du Sénat, organisé par le président Larcher, vient de vous décerner un prix mérité. Vincent Azoulay, un livre érudit et accessible, et pas seulement pour comprendre le passé d'Athènes et de la Grèce. On vous avait repéré à la Bibliothèque Médicis. Hein? C'est vrai. Je ne sais pas si ça a été utile, mais enfin. Si. Et quand les peuples arabes et africains s'engagent dans des révolutions pacifiques pour essayer d'installer chez eux la démocratie, c'est Périclès qui peut être leur héros, même s'ils ne le savent pas. Oui ou non? Peut-être pas. Enfin, en tout cas, c'est compliqué puisque la démocratie est allée de pair aussi avec des formes d'impérialisme. C'est aussi ce que raconte ce livre. Et donc,
Donc il se trouve que la décolonisation, si on revient à ce que disait Benjamin Stora ou Marc Ferraud, a eu un impact sur la réception de Périclès en Occident, en fait, plus que dans le tiers-monde, puisqu'il y a eu, à partir des grands mouvements de décolonisation, une lecture de l'Athènes de l'époque classique au prisme des décolonisations. Et Périclès, à qui on avait reproché pendant des siècles d'avoir été trop démocrate, a été soudainement taxé de ne pas l'avoir été assez et de ne pas avoir pris en compte les luttes des femmes, mais aussi d'avoir opprimé les alliés, les cités grecques. Donc il y a un portrait controversé de Périclès. Tout à fait. Et vous montrez bien qu'il a connu la disgrâce jusqu'au XVIIIe siècle. Et à partir de là, tous les pays, depuis les années récentes, tout le monde se sert ou s'est servi de Périclès. Churchill, même Hitler. Même Hitler, oui. Presque tout le monde. On dit quelques mots de Périclès. On avait dit, lorsque vous étiez venu, que Thucydide, dans la belle traduction de Jacqueline de Romilly, avait cité souvent Périclès dans la guerre du Péloponnèse. Il avait dit Athènes était de nom une démocratie, mais en fait, le premier citoyen Périclès exerçait tout le pouvoir. Alors c'était un démocrate, ça n'en était pas un. Oui, c'est tout le fil conducteur de ce livre qui, d'une certaine façon, est bâti contre Thucydide, puisque je pense que c'est tout de même un paradoxe que la première démocratie de l'histoire soit, comme cela, identifiée à une forme de pouvoir personnel, plus ou moins souterrain. C'est pas audacieux hein, que Vincent Azoulay s'en prenne à Thucydide? Non, parce que je peux quand même m'appuyer sur Platon, qui n'est pas non plus un nain de l'histoire de la pensée. Et Platon, lui, qui était un antidémocrate absolument virulent, montre bien, à mon sens, à quel point Périclès, en réalité, ne contrôlait pas la foule, mais que la relation doit être inversée. Et que c'est la foule qui, d'une certaine façon, obligeait tous les hommes politiques, dont Périclès, à s'ajuster sur ses attentes. Donc il était un grand homme parce qu'il a symbolisé à un moment donné la foule, ou parce qu'il est allé, souvent il lui est arrivé d'aller à l'encontre de ce que demandait la foule. Tout à fait, il a fait les deux, mais disons qu'il n'aurait jamais pu exercer si longtemps le pouvoir, c'est-à-dire être réélu. Parce 15 fois, réélu, 15 fois, parce qu'on était stratège, ai-je appris, 1 an. Tout à fait. 14 fois d'affilée, on va dire, et certainement une vingtaine de fois en tout. Il n'aurait jamais été réélu si sa politique ne rencontrait pas les intérêts du démos, du peuple. Et en même temps, c'était un orateur d'une telle qualité, vous donnez des exemples, qui retournait complètement ses rétracteurs. Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs anecdotes, qui le montrent, et ça a été... Pendant la Renaissance, puis à l'époque moderne, par exemple chez Montaigne, une façon de critiquer Périclès, puisque c'est un adepte de la science de gueule, dit Montaigne, qui est capable de corrompre l'essence même des choses et de faire passer des vessies pour des lanternes. Et donc on a l'image d'un Périclès corrompant le réel par la seule puissance de sa parole, un sophiste en quelque sorte, qui a été brandi pour disqualifier Périclès pendant des siècles. Donc chef militaire, grand orateur, il a été dépeint donc tantôt en démagogue corrupteur, tantôt en fauteur de guerre corrompu. Ça lui est longtemps resté, et on lui en a aussi voulu parce qu'on a appelé, que vous appelez Périclès in love. Oui, bah oui. Pour un spécialiste du grec, Périclès in love. Oui, bah c'est un Périclès amoureux, parce qu'effectivement, on a... Bon, il a eu plusieurs mariages, plusieurs maîtresses, mais il a eu Aspasie, dont certains disaient qu'elle était putain, maîtresse, orientale, lascive et manipulatrice. C'était autre chose. Aspasie. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose, mais c'est vrai que ça a été l'une des raisons pour laquelle on a beaucoup critiqué Périclès dès l'époque de son vivant, parce qu'il s'agissait d'une étrangère et quelqu'un finalement que les Athéniens avaient du mal à classer. Et quand on n'arrive pas à classer les femmes, on a souvent tendance à les rabattre du côté de la prostituée. Tout à fait, hein, il y a des points de contact. Mais ce que les satiristes attaquaient et ne comprenaient pas, c'est que plusieurs fois par jour, c'est encore ce que j'ai lu dans votre livre, plusieurs fois par jour, Périclès rentrait chez lui pour dire bonjour à sa femme ou embrasser sa femme. Ça, il ne comprenait pas. Ah non, c'était pour le coup complètement scandaleux. Oui, mais alors pourquoi Périclès réapparaît-il ici avec une image si forte au XXIe siècle? J'aimerais bien qu'il réapparaisse avec une image si forte au XXIe siècle, j'en suis pas encore complètement persuadé, parce que ce qui ressort aussi... disons la démocratie, l'idée de démocratie. Alors l'idée de démocratie, et c'est vrai que la Constitution européenne, au départ, dans son préambule, devait afficher une phrase de l'oraison funèbre de Périclès. Et finalement, elle a été retirée. La Constitution européenne, de toute façon, est morte-née, mais
Mais elle a été retirée parce qu'on s'est aperçu que c'était quand même une phrase prononcée lors d'un conflit et que finalement pour l'Europe ça faisait un patronage peut-être un petit peu pesant. Mais c'est vrai qu'il y a encore des usages de Périclès, mais finalement davantage dans la bureaucratie européenne que dans la culture populaire. Aucun péplum, pas de jeux vidéo, rien sur Périclès, dans ce qui fait Il aussi le faut. Alors, finalement voilà. les appropriations Avec d'antiquité. Périclès, avis aux amateurs, Périclès, la démocratie, mais vous dites la démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme, et vous ne l'épargnez pas, vous le racontez, puis en même temps vous montrez son influence. Vous voyez votre rôle, Marc Ferraud. Vous pouvez enterrer de faux démocrates et réhabiliter des grandes voix qui sont souvent négligées par les contemporains. Bien sûr. Mais on peut dire qu'il y a d'autres exemples qui ont connu ce sort. Pour l'anecdote, sans faire l'éloge, aucun, les anecdotes sur Mussolini rappellent celles sur Périclès. Exactement les mêmes. Mais on préfère quand même Périclès, On préfère Périclès. personnellement. Mais c'était deux dictateurs aussi, l'un positif, l'autre négatif. Il y a des modes, elles vont, elles viennent. Qu'est-ce que peut apporter l'histoire aux contemporains aujourd'hui? Vaste Écoutez, question. Je ferai le singe savant. J'ai lu le livre d'un Allemand, Koselleck, que vous connaissez tous, oui. bien sûr. Extraordinaire. Et Koselleck nous le dit. Si je voulais schématiser sa pensée de façon un peu vulgaire, vite fait, rapide, on dirait que connaître l'histoire met en place des milliers de dispositifs historiques. Et mieux on les connaît, plus on les contrôle, mieux on est susceptible d'éviter que recommencent les drames. Et c'est en ça que l'histoire peut nous être utile, si on la connaissait un peu plus. Moi, j'aimerais être d'accord profondément avec Marc Ferraud. Deux visions, hein, une pessimiste et une optimiste. J'ai peut-être une vision plus pessimiste de l'histoire, puisque la très grande connaissance que nous avons du passé n'a pas empêché des tragédies et des grandes catastrophes, malheureusement. Et les historiens eux-mêmes en ont souffert, et certains grands historiens ont même été victimes de cette histoire. Marc Bloch, bien évidemment. Donc, on voit qu'il faut à la fois, bien sûr, faire des manuels franco-allemands, diffuser de la connaissance, être extraordinairement précis dans l'établissement des faits, c'est-à-dire empêcher que les négationnistes puissent intervenir sur l'histoire, mais en même temps savoir aussi que les saignements de la mémoire ne peuvent pas s'arrêter instantanément par rapport à une écriture d'histoire. Ça, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez vous passer personnellement d'histoire l'un et l'autre? Allez, vous deux. L'histoire est ma passion, comme elle l'est pour Marc et comme je crois pour tous ceux qui sont ici, donc je n'en passerai pas. En revanche, ce que l'histoire m'a le plus fait découvrir, c'est la capacité de surprise de l'histoire. Et même lorsqu'on a l'impression que tout est noué, qu'on est dans l'impasse, il peut y avoir de la surprise, et cette surprise est presque toujours de la liberté. Vincent? C'est une école de liberté pour moi. Oui, je dirais aussi, vous disiez à quoi sert l'histoire, l'inventaire des différences et des étonnements, finalement, quand même. Comme la philosophie. Comme la philosophie, tout à fait. Il y a une matrice commune et bon, les frontières disciplinaires doivent être également franchies, pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais entre l'histoire et la philosophie. La surprise, la liberté, l'émancipation. Une réponse à partir du manuel franco-allemand, un antidote contre le fait que la relation franco-allemande serait démodée, elle innove, première mondiale, personne ne l'avait fait, et un antidote contre l'indifférence qui guette le danger de la relation franco-allemande aujourd'hui, c'est d'être devenu tellement banal qu'on va devenir indifférent l'un à l'autre. Ben voilà un manuel qui dit le contraire. Merci à vous tous. Une fois de plus, parler d'histoire, c'est donc parler de nous, hein, Marc. Bien sûr. Et évoquer le passé, c'est se donner des atouts pour un futur démocratique si on est optimiste, mais en tenant compte des difficultés et du sang qui continue de couler. Mais tout est bon pour y arriver. Et je retiens les propos du grand historien Marc Bloch, qui fut aussi un magnifique résistant fusillé par les nazis. Et il disait « Cessons de nous parler d'histoire nationale à histoire nationale sans nous comprendre. Progressons. » Vous, à travers des archives inédites, souvent, vous nous proposez une histoire et une géographie sans frontières, souvent communes, et qui doit nous aider à traverser notre époque sans trop de dommages. Merci à vous tous. À bientôt. L'information politique et parlementaire en temps réel, c'est sur l'application iPhone de Public Sénat. Informer, expliquer et partager,